Le dialogue n'est pas rompu entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Sur les 23 points de revendication, 8 ont déjà trouvé un consensus selon le Premier ministre qui appelle les enseignants à un sursaut patriotique en vue de sauver l'année scolaire. Les détails sur la conférence de presse animée par Paul Kabatieba dès le début de ce journal. La réussite du plan national de développement économique et social passe par une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance aussi bien sur les plans économiques que sur les plans sécuritaires et sociaux. Cette conviction est de l'Institut Free Afrique qui a conduit des études sur le sujet en collaboration avec l'ONG Diaconia. Et puis, dans ce journal, nous irons à Fada, une ville où le problème d'assainissement se pose avec acuité. Les secteurs 3 et 5 sont les plus touchés et les habitants cohabitent avec les eaux souillées. Le paradoxe, cette insalubrité est causée par le service censé assurer l'assainissement, à savoir l'ONEA. Les risques sanitaires et environnementaux ne sont pas à négliger. À l'étranger, au Bénin, les tribunaux sont déserts et les services administratifs sont à l'arrêt. Les magistrats béninois ont mis leurs menaces à exécution et observent une grève illimitée. Les magistrats s'insurgent contre l'adoption par le Parlement d'une loi leur retirant le droit de grève. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le statut autonome des enseignants. Voici la principale pomme de discorde dans le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. La satisfaction de ce point de revendication devrait entraîner une incidence financière d'environ 50 milliards de francs CFA selon le Premier ministre. Alors que le dialogue se poursuit, le gouvernement appelle les enseignants à reprendre les cours. Paul Kabatieba s'est prononcé sur la crise dans le secteur de l'éducation au cours d'une conférence de presse cet après-midi. Yacouba Gamene et Draman Dadze. Des classes désertes au profit de la rue. Les enseignants mécontents de leurs conditions de vie et de travail crient leur ras-le-bol et réclament la satisfaction de leur plateforme minimale. Sur 23 revendications, consensus a été trouvé sur 8 points. Les pourparlers sont toujours en cours. Et le chef du gouvernement dit être surpris d'un autre mouvement de grève entamé ce mardi à l'appel de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. La coordination a estimé que les propositions de solution du gouvernement n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Deuxièmement, la coordination a estimé que le gouvernement n'a pas donné une réponse appropriée à leur lettre qui était datée du 21 décembre. J'ai donné des instructions express à la commission technique interministérielle pour améliorer, dans la mesure du possible, les réponses du gouvernement. Pendant que les négociations sont en cours, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut déposer des préavis de grève et pendant que nous sommes en train de négocier? Face à la presse, Paul Kabatieba se veut clair. La principale pomme de discorde demeure le statut autonome des enseignants. Le gouvernement annonce sa bonne foi, mais parle de contraintes budgétaires. Un statut autonome avec ce que cela implique, bien entendu, à savoir une grille indiciaire autonome et également une grille indemnitaire autonome. À la louche, une première estimation évalue à peu près 50 milliards par an. 50, vous entendez bien, 50 milliards par an au moins, l'incidence financière des revendications qui sont posées. Ça veut dire que ce n'est pas rien. Mais ça aussi, sans prendre en compte les revendications qui sont posées par d'autres syndicats, il n'y a pas que le MENA. Le dialogue n'est pas rompu, dit-il. Et le chef du gouvernement invite à nouveau la coordination nationale des syndicats de l'éducation à la table de négociation pour sauver à tout prix l'école burkinabé du spectre d'une année blanche. Et puis sachez qu'à partir de 21h sur la RTB, vous pourrez suivre l'intégralité de la déclaration liminaire du Premier ministre à cette conférence de presse. Et puis on reste au Premier ministère où les premiers responsables du Holding Coris Bank ont été reçus en audience ce matin par le chef du gouvernement. Les échanges ont porté sur la contribution de cette institution financière au développement de l'économie nationale. Idrissa Nassar et ses collaborateurs ont aussi évoqué les perspectives pour davantage participer à booster l'économie burkinabé. Le point de l'audience avec Nongba Kouda et Zubavier David Dabiri. La société Coris Bank a 10 ans d'existence au Burkina Faso. 10 ans au cours desquels
Elle dit avoir contribué à l'épanouissement de l'économie nationale à travers le financement des entreprises porteuses. Et ce matin, ses premiers responsables réitèrent au Premier ministre cette volonté de toujours demeurer une institution au service du développement. Pour ces 10 années, notre objectif premier, c'est de maintenir le cap, c'est de renforcer nos positions. Comme vous le savez, nous nous sommes développés à travers le continent. Nous ne sommes pas seulement au Burkina Faso. Nous sommes désormais en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin et au Sénégal. Donc nous voulons renforcer nos positions, travailler donc à une meilleure satisfaction de la clientèle, travailler à un développement de la qualité de service. Donc c'est les gros chantiers qui nous attendent et nous allons également poursuivre notre développement à l'international. Et la banque qui entend s'investir dans la mise en œuvre du PNDS annonce déjà sa contribution. Coris Bank contribue de façon dynamique au financement du PNDS à travers le financement des entreprises qui contractent avec l'État. Mais de façon directe, Coris Bank a apporté, à travers une mobilisation d'épargne, nous avons apporté 122 milliards au gouvernement du Burkina Faso pour le financement des chantiers du PNDS. Et cela va se poursuivre. Cette rencontre avec le Premier ministre est également l'occasion pour Idrissa Nassa de présenter à Paul Kabatiba la nouvelle équipe dirigeante de la holding. Autre point de l'actualité, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, poursuit les visites dans les commissariats et les brigades territoriales de gendarmerie à travers le pays. Simon Compaoré séjourne depuis ce matin dans la région de l'Est, où il a déjà visité les services de sécurité dans 5 localités. L'objectif de ces visites est de constater les conditions de travail des agents et remonter leur morale. Adama Giti et Yarkiteda. Avec le plus grand respect au groupement départemental, les gendarmes en poste à Farangourma écoutent attentivement le chef de la sécurité burkinabé. À la direction régionale de la police nationale de l'Est, par contre, Simon Compaoré suit avec une attention soutenue le point sur le grand banditisme à l'Est du pays, avec chiffres à l'appui. Les statistiques de ces dernières années donnent une illustration de ce phénomène. En 2014, mes services ont enregistré 360 cas d'attaques et agressions à main armée en 2014. En 2015, il y a eu une baisse, 355 cas d'attaque. En 2016, nous sommes à 94 cas. En 2017, on est à 24 cas d'attaque à main armée. Le recul est l'œuvre de ces 758 boys disséminés à l'Est et des gendarmes avec l'appui des groupes d'autodéfense. Simon Compaoré est tout simplement édifié. On voit qu'il y a la détermination d'en découdre avec les défis qui se posent à nous. Et c'est ça qui m'a fait chaud au cœur. C'est le fruit de ces hommes de terrain, au péril de leur vie et dans des conditions précaires, qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Mani, Bogandé, Piela, Bilanga, dans toutes ces localités, les problèmes des commissariats et des brigades territoriales de gendarmerie sont au même dénominateur, donc des doléances presque identiques. L'insuffisance des armes et munitions, l'insuffisance de matériel de protection, gilets balistiques, casques lourds, manque de matériel spécifique, menottes, lunettes de vision nocturne, artifices et grenades. La construction d'un bâtiment abritant du commissariat, de même que sa clôture. À cela, il faut ajouter le matériel bureautique. L'État central ne peut pas tout faire, mais fera de son mieux avec l'appui de ses partenaires, selon le ministre de la Sécurité. Dans les 5 grandes localités, je prouve du plaisir à dire que j'ai eu raison de sortir. Parce que j'ai entendu, et tout ce que j'ai entendu va me permettre de faire encore un réglage par rapport à notre programmation. Cohésion entre les forces de défense et de sécurité d'une part, et entre elles et les populations ainsi que les corps locaux d'autre part, et non aux raquettes, sont les conseils prodigués aux éléments sur le terrain avant l'étape de la Kompianga prévue. C'est jeudi 11 janvier 2018. Une bonne gouvernance dans le domaine de la sécurité justement, mais aussi dans les domaines économiques et sociaux. Voilà une condition pour réussir la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et c'est la conviction de l'Institut Free Afrique qui a mené 2 études sur le sujet en collaboration avec l'ONG Diaconia. La restitution des résultats de ces études a été faite lors d'un atelier tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawadgo, Nabadoum. L'Institut Free Afrique, engagé dans le programme Présumètre avec le projet suivi évaluation scientifique et citoyen du PNDS,
partage les résultats de ses études avec les acteurs stratégiques de la société. Des résultats de 2 études basées sur la gouvernance économique, sociale et sécuritaire. Les sondages d'opinion réalisés par le RENLAC, mais pas seulement, mais aussi le travail de Transparency International montrent que sur ces quelques années dans notre pays, la majorité de la population a le sentiment que la corruption recule. C'est ce que les sondages donnent. C'est des perceptions, ce n'est pas exactement la mesure de la corruption, mais c'est de bonnes nouvelles parce que les perceptions sont importantes pour la gouvernance. Au plan de la gouvernance sécuritaire, l'on note plus d'une centaine d'attentats enregistrés depuis 2015 avec plus de 100 morts dans le pays. Il faut de façon urgente construire un élan national pour faire en sorte que ce défi, on y arrive à bout. Nous sommes profondément convaincus que ce n'est pas impossible au Burkina Faso de se sortir de cette situation. Et que dire de la gouvernance sociale, les grèves et le dialogue social? Pour le docteur Assablga, il est impératif de trouver des solutions pour sortir le Burkina Faso de ces crises. Dans l'actualité également, le médiateur du Faso poursuit sa série de prises de contact avec certaines autorités du pays dans le but de réussir sa mission. Sarah Sérémé se lance aussi dans des audiences foraines pour faire connaître son institution au grand public dans les 13 régions du Burkina Faso. Hier, elle était dans les Hauts-Bassins où elle a rencontré les autorités religieuses et coutumières de Bobo-Dioulasso. Mané Kayen, Ismaël Saturné, Paris. Devant autorités coutumières et religieuses de Bobo-Dioulasso, la requête est la même. Le médiateur du Faso veut la bénédiction de tous pour réussir sa mission. Nous retenons que toutes les autorités coutumières et religieuses sont engagées pour la paix. Et d'ailleurs, cela relève de leur engagement, de leur fonction, mais de leur sacerdoce aussi. Tout Burkinabé d'ailleurs devrait être engagé pour cette paix, pour cette cohésion nationale dont nous avons besoin pour bâtir notre pays. Conscient des réalités sociales au Burkina Faso, allant de la fronde sociale à l'incivisme, en passant par les dossiers pendants devant la justice, le défenseur des citoyens mesure l'ampleur de la tâche. Le grand défi, c'est surtout aider les populations à défendre leurs droits. Défendre leurs droits dans une justice équitable, défendre leurs droits auprès des institutions étatiques. Nous sommes l'interface entre les citoyens et les institutions étatiques et défendre leurs droits pour leur bien-être, mais surtout préserver la paix, préserver le bien-être des populations dont on a besoin si on veut aller de l'avant. La présence du médiateur du Faso et son équipe dans l'ouest du Burkina est l'occasion pour eux de rendre plus visible l'institution et aussi mieux la rapprocher des citoyens. Les élus nationaux invités à prendre le champ en compte dans les décisions et les contrôles parlementaires. En attendant, ils sont en formation sur les recommandations du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Une formation organisée par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique en collaboration avec l'Assemblée nationale. Issa Kafando et Omar Zambri. Les élus nationaux s'informent et se forment sur les dernières observations du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination faites aux femmes. L'objectif est de mieux s'approprier ces observations afin de les diffuser lors des exercices de contrôle parlementaire. L'intérêt de cette initiative, de cette formation, c'est évidemment donner l'outil nécessaire aux parlementaires pour qu'ils puissent, d'une part, jouer le rôle de plaidoyer pour que les femmes soient de plus en plus associées à toutes les sphères de décision. C'est l'occasion pour nous d'être outillés pour en tout cas défendre, faire le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour revisiter nos lois. Pour l'élu Rokia Rwamba, par ailleurs responsable du caucus genre à l'Assemblée nationale, la situation de la femme au Burkina Faso n'est guère alarmante et des efforts sont chaque jour consentis par le gouvernement pour une meilleure prise en charge de la femme sur tous les plans, ce qui traduit les attentes du Canada, un des partenaires du Burkina dans ce combat. Nous pensons qu'il est important pour un pays comme le Burkina Faso d'avancer dans ce domaine-là, de manière à pouvoir
nous assurer qu'on ait une égalité entre les hommes et les femmes, qu'on ait une autonomisation de la femme qui permettront un développement plus harmonieux, plus inclusif et plus prospère. Cet atelier de formation et de plaidoyer va durer 3 jours. Il a été rendu possible grâce au CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique. L'année 2017 a été difficile pour les acteurs de la filière mangue au Burkina Faso. Ils ont connu une baisse de production due à l'attaque des parasites et à l'absence de produits de traitement des vergers. Les acteurs de la filière mangue affûtent leur stratégie pour de meilleurs résultats en 2018. Ils sont en concertation à Bobo Dioulasso à l'initiative de l'association interprofessionnelle de la filière mangue, Biludou Bazongo et Ali Traouri. C'est un atelier pour réfléchir sur l'avenir de la filière mangue. Mais avant cette étape, ces acteurs intervenant tous dans cette filière vont jeter un regard rétrospectif sur 2017. Une année qui n'a pas du tout été reluisante pour les professionnels de la mangue. C'est une année un peu difficile, marquée par la baisse de la production. Lorsque nous nous sommes retrouvés, la raison principale, ou les raisons principales, c'est l'attaque parasitaire et puis le produit qui sont bloqués au niveau de la douane qui a entraîné l'impossibilité de traiter. Et jusqu'à présent, ce produit est là et c'est un produit hautement périssable. On craint que la dotation de la CEDEAO de 2018 ne vienne trouver la dotation de 2017. Le blocage de ces produits a provoqué une baisse de production de 15%, un fait que les acteurs de la filière ont du mal à digérer. On ne peut pas bloquer 15 000 producteurs d'accéder aux produits pour le traitement des vergers. Nous l'avons souligné au directeur général de la production. Nous avons pris des contacts également avec la douane, mais tout ne semble pas bouger. Il va falloir peut-être prendre d'autres actions beaucoup plus forte pour y arriver. Comme quoi? Nous sommes en démocratie. Les moyens que nous disposons, c'est les plaidoyers. Les moyens que nous disposons, c'est les mouvements aussi. Il ne faut pas écarter les mouvements populaires pour obtenir ce dont nous avons besoin. Si sciemment nous apercevions qu'il s'agit d'une mauvaise volonté, une volonté de nuire tout simplement. L'association interprofessionnelle de la filière mangue espère qu'une solution sera vite trouvée, ce qui va insuffler une nouvelle dynamique au secteur. Rendons-nous à présent à Fada, précisément au secteur 3 et 5 de cette ville, où le manque d'assainissement est une triste réalité vécue par les habitants. Paradoxalement, c'est une situation créée par le service dont l'une des missions est d'assurer l'assainissement, à savoir l'ONEA. Les habitants des quartiers concernés semblent impuissants face à une situation dont les conséquences sanitaires et environnementales ne sont pas à négliger. On fait le constat avec Alassane Tchendrbego et Mahamadzi Ouedraogo. La boue, les ordures et l'eau usée sont des éléments qui riment le quotidien des riverains des secteurs 3 et 5 de la ville de Fadangourma en cette saison sèche. Difficile d'emprunter ces 6 mètres ou d'accéder aux concessions sans patauger dans cette eau qui prend sa source depuis la station de traitement de l'ONEA. Vrai dire, nous vivons malin parce que avec l'eau stagnante là, il y a des moustiques. Ça donne des maladies aux enfants. Mais comme on n'a pas le choix, ils rentrent dedans, ils sortent et puis les ordures sont dedans. Pendant longtemps, ça ne sèche pas et ça pourrit. Pour les riverains, au-delà des problèmes sanitaires et environnementaux, cette eau déversée est source d'accidents. C'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ouvert les vannes de l'ONEA. Que l'eau là ne coule pas beaucoup. Le jour que vous venez, vous coïncidez avec leur ouverture, c'est pas la peine, tu ne peux même pas circuler. C'est un calvaire pour nous. Nos enfants et les personnes âgées se blessent sur ces voies. À cause de ces eaux, nos maris étaient obligés de déposer des tas de terre pour faciliter le passage. Certains usagers et habitants de ces secteurs disent avoir interpellé à plusieurs reprises les autorités sur la gestion de cette eau sans succès. Plusieurs personnes sont venues visiter. Quand ils tournent leur véhicule, c'est fini, il n'y a pas de suite.
On avait décidé d'aller boucher le tour de l'ONEA. Entre-temps, bon, il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas la meilleure solution. D'aller poser notre plainte, on est parti. Nous avons fait savoir que ce n'est pas nous seuls qui viennent parler de ça. L'eau coule, on s'est plaint en vain, on dit qu'on va trouver une solution. Chaque année, c'est comme ça. À l'ONEA, on nous a dit d'aller nous référer à la mairie. À la mairie, on dit qu'on va voir trouver une solution. Jusqu'aujourd'hui, là, on est là. Vous-même, vous voyez, non? Vous voyez l'état de la route. Face à la situation, le maire de la commune de Fadangourma s'explique. Et qui dit traitement d'eau brute en ville, dit forcément déchets. Nous avons interpellé l'ONEA par rapport à cette question, rien qu'au cours du mois de novembre. Et il y a une mission qui est venue donc de Ouagadougou et nous avons eu une séance de travail. Nous sommes convenus que la station de traitement devrait être délocalisée à Tangiari, même aussi de production. Donc on ne devrait plus connaître ce problème-là en principe fin 2018-2019. Mais en attendant, on fait quoi? Nos multiples tentatives pour avoir les versions des responsables de l'ONEA de l'Est afin d'éclairer la lanterne ont été vaines. De Fada, nous mettons le cap sur la province du Yaga pour découvrir les potentialités du lac Yiga. Ce lac fait partie des 19 sites classés zones humides que compte le Burkina Faso. Il couvre une superficie de 300 hectares avec une capacité de 4 500 000 m3 d'eau par an. Situé dans le Sahel burkinabé, le lac Yiga est tout de même confronté à des difficultés. Des précisions dans ce dossier signé Ama Faisal Sissé et Sekou Zongo. Une dépression naturelle au cœur du Sahel. Le lac Yiga, l'une des 19 zones humides du Burkina Faso, est situé dans le Yaga et dans un sous-bassin du fleuve Niger. Classé site Ramsar, le lac Yiga contribue à l'équilibre des écosystèmes et offre d'énormes potentialités. En termes de biodiversité, on peut noter en tout cas qu'il y a près de 98 espèces d'oiseaux savanicoles, dont 81 espèces africaines. Et aussi nous avons 17 espèces généralement qui sont des oiseaux migrateurs qui viennent souvent de l'Europe. En plus de ce que je dis, il y a 27 espèces de poissons sur 121 espèces de poissons qui sont connues au Burkina Faso. Il y a les agriculteurs qui sont là, qui font en tout cas les cultures contre-saison. Le lac, chaque année, en tout cas, il y a des troupeaux maliens, nigériens et burkinabés qui sont là, qui viennent uniquement pour l'abrévation. Il y a aussi l'eau que nos populations utilisent pour des besoins en tout cas domestiques. Donc ça veut dire que vraiment le lac Yiga est très important pour nous. Une importance mise à rude preuve ces dernières années par un foisonnement de phénomènes naturels et anthropiques. Le lac connaît aujourd'hui une forte dégradation due particulièrement donc aux perturbations climatiques, aggravées bien sûr par les actions de l'homme telles que les mauvaises pratiques d'élevage, les mauvaises pratiques agricoles, de pêche. Il y a également les coupes abusives du bois vert. Il y a l'utilisation de pesticides. Avant lac là, c'est un bon. Si tu rentres dans le lac là, si tu es 10 mètres, il y a l'eau là beaucoup. Mais aujourd'hui, tous les arbres qui sont à côté, les arbres qui sont à côté, tout est fini. Aujourd'hui, même si tu es allé au milieu du lac là, tout est sablement. Même les pêcheurs là, je n'ai pas eu beaucoup aujourd'hui par rapport au banco qui est dedans là. Et pour remédier aux multiples menaces de cette ressource transfrontalière, des stratégies sont mises en place. Il faut dire qu'il y a une association dite Association Amnesty pour l'éléphant, en collaboration avec ses partenaires tels que l'UCN et puis Naturama. Ils ont en tout cas élaboré un plan de gestion, ce qui nous a permis aussi d'avoir un outil présentement de gestion qui va permettre de corriger. À la fin de 2018, nous allons faire le plan communal de développement. Donc, Inch'Allah, si tout va bien, le plan d'aménagement du lac Yiga sera intégré
Les fonctions biologiques, hydrologiques et sociologiques de Iga sont indéniables. Il faudra donc agir pour préserver ce joyau qui offre aux communautés du Sahel des biens et services divers. Les loteries nationales des pays membres de l'UEMOA font un don d'infrastructures éducatives d'une valeur de 61 millions de francs CFA à la commune rurale de Sondogo dans le Kourouégo. C'est un soulagement pour les populations, surtout les élèves qui devraient parcourir au moins 25 km pour trouver un collège. Ce geste des loteries des pays de l'UEMOA vient consolider une fois de plus l'intégration sous-régionale. La cérémonie d'inauguration dans ce reportage de Roger Bembamba et Zalissa Sanfo. Les populations de Sandogo, à une trentaine de kilomètres de Boussy, sont en liesse. Normal. Elles viennent de gagner un gros lot de la masse commune UEMOA. Ici, personne n'a gratté ni parié sur des chevaux. Mais dans le cadre des activités de la 19e édition de la masse commune UEMOA, qui se déroule cette année au Burkina Faso, les sociétés de loterie et de PMU des pays membres de l'UEMOA ont mis la main dans la poche pour leur offrir cette école de 4 classes avec un bloc administratif pour un coût de 61 millions de francs CFA. Un don de ces pays membres de l'UEMOA pour magnifier l'intégration sous-régionale. Nous sommes déjà dans la logique de l'intégration africaine. Le but, c'est de faire ensemble. Aujourd'hui, les pays occidentaux, qui ont une moyenne de 40 millions d'habitants, et pour le besoin, ne serait qu'à travers l'Union européenne, de se mettre ensemble pour faire masse et faire pièce aux États-Unis d'Amérique. Et nous qui avons des moyennes de 10 millions d'habitants, combien d'avantages ce besoin de se mettre ensemble se faire ressentir? C'est dans ce combat que nous sommes engagés modestement. Et pour les populations, leur joie est bien légitime. Fini les longues marches pour les élèves et l'angoisse des parents. Avant que ce sujet ne soit construit, les élèves, les collégiens effectuaient 27 à 30 km à vélo ou à pied pour se rendre à Boussé pour être scolarisés là-bas. Cette infrastructure vient soulager eux, les parents, le monde éducatif, les enseignants, c'est dans l'air du temps en ce moment, et également les autorités que nous sommes. Les activités de la masse commune UEMOA ont débuté le 6 janvier passé et se poursuivent jusqu'au 16 janvier prochain. Sandogo a déjà reçu son lot et c'est sûr, d'autres vénards auront leur part dans cette masse commune UEMOA. Actualité à l'étranger, au Bénin, les magistrats observent une grève illimitée depuis lundi. Une situation qui paralyse évidemment tout le secteur de la justice et qui n'est pas du goût des justiciables. La grève illimitée des magistrats béninois fait suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale leur retirant le droit de grève. Au même moment, le personnel de santé annonce un débrayage illimité et sans service minimum. Tribunaux déserts, services administratifs à l'arrêt, les magistrats béninois ont mis leurs menaces à exécution. Depuis lundi, une grève illimitée déclenchée paralyse tout le secteur judiciaire. Le syndicat s'élève contre l'adoption par le Parlement d'une loi leur retirant le droit de grève. Un arrêt qui excède déjà les usagers. Vous savez qu'il y aura un service minimum, mais ouais, c'est dommage qu'il n'y a plus rien, tout est bloqué. Vraiment, il faut que le gouvernement aussi revoie sa copie pour que vraiment ils s'entendent, pour que la population soit satisfaite. Sinon, ce qui se passe là, ce n'est pas du tout bon. Tout comme les magistrats, le personnel de santé se prépare également à lancer un mouvement de grève. Et cette fois-ci, prévient leur syndicaliste en chef, ce débrayage sera illimité. La grève sans service minimum, là je précise. Et je dis bien à la population, ce n'est plus la grève du secteur de la santé, c'est la grève de la population. Parce que quoi? La démocratie est en danger. Notre démocratie, les acquis de la conférence nationale sont en train d'être bafoués. Nous allons nous soulever comme un seul homme. Les travailleurs demandent l'abrogation de l'article de loi qui les prive du droit de grève. Ils demandent également au gouvernement de tenir ses engagements en ce qui concerne leurs revendications. La Cour constitutionnelle doit trancher pour dire si oui ou non cette loi est convenable.
Au Burkina Faso, des défenseurs des droits de l'homme réagissent à l'affaire Auguste Denis Bari, incarcéré pour tentative de déstabilisation de l'État. Ces réactions sont rapportées par les quotidiens de ce mercredi. Les journaux reviennent également sur la grève des enseignants qui fait l'actualité ici au Burkina Faso. Voici la revue de presse signée Vincent Tchendrebego. Grève des enseignants, mieux vaut une année blanche qu'une vie blanche, peut-on lire à la une de l'Observateur Palga. Une affirmation du secrétaire général du SINATER qui résume toute la détermination du personnel de l'éducation dans le bras de fer engagé avec le gouvernement. Et il ne lésine pas sur les moyens, sit-in, non-évaluation des élèves, non-traitement des dossiers d'examen, et la grogne ne prendra fin qu'après satisfaction de leur plateforme revendicative minimale, menace les grévistes. Même titre à la une de Aujourd'hui au Faso. Sidoya, qui a fait le tour de quelques établissements, note l'inquiétude pour cette année scolaire. Nous avons maintenant suffisamment peur, s'inquiète un proviseur de lycée. Aucun prof n'est venu, pas même les stagiaires. Du côté des élèves, on redoute une année blanche. Ils sont en grève et nos enfants sont à la maison, écrit l'Express du Faso. Difficile pour le journal de prendre parti, mais pense que le gouvernement et le syndicat doivent accepter se parler franchement. Et s'il le faut, couper la poire en deux en attendant février pour la relecture du système général de rémunération des agents de l'État. Affaire Auguste Denis Bari, des OAC réclament une commission d'enquête indépendante, écrit le journal Le Pays. En effet, des OAC défendant les droits de l'homme, dans un communiqué, condamnent toute atteinte à la sûreté de l'État, mais disent insister sur la nécessité que les présumés auteurs soient poursuivis sur la base de procédures d'enquête préliminaires et d'instructions judiciaires impartiales, justes et indépendantes. Ces OSC se montrent préoccupés par la dénonciation et la stigmatisation de certaines personnes sur les réseaux sociaux, portant ainsi atteinte à leur intégrité morale. Tant qu'une personne n'a pas été interpellée par la justice, elle est considérée comme innocente, affirment les signataires de ce communiqué. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Merci de votre fidélité à la RTV.